Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. La balle est dans le camp de Moscou, disent Washington, Kiev et Paris après l'accord conclu à Jeddah mardi entre Ukrainiens et Américains. Il prévoit un cessez-le-feu 30 jours et la reprise de l'aide américaine à Kiev. Charge à la Russie d'accepter ou non la proposition. Les droits de douane sont des taxes mauvaises pour les affaires et encore pire pour les consommateurs. Réaction de la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis seront désormais taxés à 25%. Ça vaut pour tous les pays du monde, même le Canada qui échappe finalement à la taxe à 50%. Dans le prochain journal, on reviendra aussi sur la nuit magique à Liverpool pour les Parisiens. Au bout du suspense, le PSG a éliminé les Reds en 8e de finale de la Ligue des Champions après une séance de tirs au but mémorable. Voilà, ce sera le sujet, entre autres choses, donc, de notre prochain journal. Mais de l'Ukraine que j'évoquais à l'instant, il va en être question dans les 45 minutes qui viennent. Ce que l'invasion à grande échelle par la Russie dit des ambitions de Vladimir Poutine, mais aussi de ce que la façon dont Donald Trump la traite dit de ses ambitions à lui. Ce que dit sa gourmandise à l'égard du Groenland, dont on parlait hier, du Canada, du Panama. Ce que dit celle de la Chine à l'égard de Taïwan, entre autres. Ce que dit le sentiment que ceux qui prônent l'âge d'or pensent en réalité à prôner la loi du plus fort. Sphère d'influence, impérialisme, néocolonialisme, on prend le temps d'essayer de comprendre cette histoire qui s'écrit sous nos yeux jusqu'à 10h45 avec Maud Kessar, Alice Ekman et Gauthier Ribinski. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bienvenue sur ce plateau, spécialiste de politique étrangère américaine, directrice du domaine Europe, Espace, Transatlantique, Russie, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, spécialiste de la Chine, auteur de Dernier vol pour Pékin, édition actualisée au format poche chez Flammarion. Vous avez signé aussi Chine-Russie, le grand rapprochement, c'était un tract Gallimard. On en reparlera tout à l'heure. Gauthier Ribinski, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à France 24. Nous avons baptisé avec une certaine forme de malice cette émission Les Empires contre-attaquent, point d'interrogation. Tout le monde à la ref, comme disent les jeunes. Je ne précise pas pourquoi. Mais depuis 50 jours tout juste, il semblerait effectivement qu'en matière d'ambition impérialiste, il y ait un petit nouveau. Ce petit nouveau s'appelle bien sûr Donald Trump. On va écouter ce qu'en disait il y a quelques jours celui qui est devenu l'une des idoles qui l'eût cru des anti-Trump aux États-Unis, le sénateur français Claude Malhuret. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Parce que la vision trumpienne coïncide avec celle de Poutine, un retour aux sphères d'influence, les grandes puissances dictant le sort des petits pays. À moi, le Groenland, le Panama et le Canada. À toi, l'Ukraine, les pays baltes et l'Europe de l'Est. À lui, Taïwan et la mer de Chine. On appelle cela, dans les soirées des oligarques du golfe de Mar-a-Lago, le réalisme diplomatique. Nous sommes donc seuls. On reviendra sur le « Nous sommes donc seuls » tout à l'heure de Claude Malhuret. Qu'est-ce que Alice Ekman, Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, dont on va voir les trois visages, dont un, et c'est à la différence des deux autres, a été bien sûr démocratiquement élu, ont en commun? Oui, mais j'ai du mal à les mettre dans la même catégorie. Je comprends aussi d'un point de vue analytique que c'est intéressant et je comprends au regard des derniers développements, mais tout de même, tout d'abord, en termes, voilà, vous avez vu de système politique, quand on connaît bien la Chine, quand on connaît bien la Russie, déjà il y a un écart en termes de durcissement entre la Chine et la Russie, parce que la Chine c'est un parti unique au pouvoir très consolidé, avec voilà, on va dire une disparition de la dissidence encore plus forte qu'en Russie. Et
puis c'est non seulement un pays qui a des ambitions dans son environnement proche, on parle de la mer de Chine du Sud, on parle de Taïwan, mais c'est aussi un pays qui a des velléités normatives. Alors je vais éviter le jargon universitaire, mais c'est un pays, c'est-à-dire qui souhaite donner le là en termes de normes et standards sur la 5G, sur les télécommunications, sur la reconnaissance faciale, sur aussi de la dynamique dans les organisations internationales et en premier lieu l'ONU. C'est-à-dire que des ambitions très très fortes, mais qui sont des ambitions ouvertement anti-occidentales. Et ils mettent bien sûr les États-Unis dans la case occidentale, comme nous-mêmes, Européens, nous y sommes mis. Donc on est dans des systèmes politiques encore très différents, avec des visions plus ou moins alternatives qui ne sont pas du tout, je pense, comparables, et aussi un calendrier qui n'est pas du tout comparable. Puisque comme vous le savez, Xi Jinping est au pouvoir depuis 2012, et on ne sait pas combien de temps il va rester. Et si je comprends bien, aussi, Vladimir Poutine pourrait rester jusqu'à 2036, c'est ça. Donc, on n'est pas du tout dans le même calendrier. Quelle que soit l'évolution de l'administration Trump, mais bien sûr, c'est intéressant d'analyser au jour le jour compte tenu des derniers développements. Mais beaucoup se disent, bon, dans 4 ans, peut-être, ce sera quelqu'un d'autre. Et donc, il faut se préparer à l'après, à la fois dans l'ajustement de la relation transatlantique, mais aussi pour prévoir tous les scénarios possibles. Tandis dans le cas de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, leur relation, la relation Chine-Russie notamment, elle est consolidée et ajusté sur le très long terme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements de court terme, ce qui ne veut pas dire que la Chine est contente de dernières négociations directes entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Pas du tout. Mais globalement, ça fait depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, que Chine et Russie se rapprochent, qu'ils accélèrent la tenue d'exercices militaires conjoints, qu'ils se coordonnent davantage, et j'utilise ce mot volontairement, pas uniquement parce que c'est un mot, on va dire, conjointement utilisé dans les déclarations sino-russes, mais c'est parce que réellement, on voit qu'ils anticipent davantage les grands raouts internationaux pour aligner leur position de plus en plus, des BRICS aux Nations Unies, avec une Chine aussi qui fait tout pour maintenir la Russie dans les enceintes multilatérales, depuis les sanctions, pour éviter que ce soit un taparia, pour faire un front commun face à l'Occident. Et cet anti-occidentalisme exacerbé est particulièrement visible. Et alors se dire que voilà, on est dans des empires comparables, etc., pour moi, on n'est pas du tout dans le même registre. Alors, on peut y revenir. Notre ambition n'est pas de comparer, mais de questionner le rapport au monde, toutefois, de ces 3 dirigeants qui s'expriment quand même particulièrement ces dernières semaines. Maud Kessar, sur cette question, sur ces 3 hommes, avec leur singularité, leur accession au pouvoir différente, évidemment, il ne s'agit pas de comparer des choses incomparables, mais dans leur rapport au monde, on sent qu'il y a quand même l'expression et la revendication d'une loi du plus fort. Absolument. Alors d'abord, il y a sans doute un projet commun qui n'est pas celui simplement du dirigeant Donald Trump, mais aussi de son équipe, celle de la nouvelle administration, qui est aussi portée par son vice-président J.D. Vance, on l'a bien vu, et aussi par une équipe qui est Mike Waltz et Rubio, qui sont plus effacés et qui appartiennent à une ligne plus traditionnelle, finalement, des républicains aux États-Unis. Toutefois, je pense que la question à se poser avant l'appétit de ces 3 hommes, et un appétit qui serait un appétit impérialiste et qui se ferait à la fois concurrence ou compétition. Il faut rappeler aussi, et c'est très intéressant ce que vous disiez, Alice Ekman, sur la nature du régime politique américain. Vous disiez, finalement, on ne peut pas comparer tellement la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping et les États-Unis, parce qu'on a eu un président élu démocratiquement aux États-Unis, c'est vrai. Et d'ailleurs, la légitimité du vote, et les Américains y sont attachés. C'est pour ça aussi qu'il y a une sorte de chape de silence qui donc pèse aussi aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump dans l'opposition. Toutefois, si l'on regarde ce qui se passe vraiment au niveau donc de la réorganisation de l'appareil d'État, quand je dis réorganisation, c'est un euphémisme. Aujourd'hui, on est dans un torpillage de l'appareil d'État. Une mise au pas. Une mise au pas qui est extrêmement autoritaire, et j'utilise ce terme à dessein et avec toutes en fait les conséquences. C'est pas de la précaution, c'est de la clarification. La clarification, elle a été aussi portée par J.D. Vance à Munich en février dernier, et cette clarification, c'est bien celle du fait que les États-Unis ont aujourd'hui une rupture des valeurs avec les démocraties occidentales qui sont portées donc aussi par les Européens. Et donc, si on a ce que j'appelle moi, non pas une rupture
rupture, mais un schisme entre les valeurs qui sont portées par les Européens et celles qui sont portées par l'administration Trump, le président et aussi la Cour dont parlait en fait notre homme politique français dans la vidéo, l'extrait que vous venez de montrer, eh bien, on comprend qu'on a quand même un volte-face et un changement sur la nature même donc, de ce régime. Ensuite, le régime, c'est vraiment important. On parle de régime politique ici. Et quand on a un régime politique qui muselle son opposition et qui a la main sur tous les pouvoirs aux États-Unis, il y a quand même une destruction de l'appareil d'État en dans une quarantaine de jours aux États-Unis, ce qui va être très difficile à reconstruire et qui rend l'alternance extrêmement difficile également, car pour la première fois dans l'histoire américaine, on a aussi quand même quelqu'un en plus du vice-président à la tête du Congrès, qui est Mike Johnson, qui est complètement donc à la solde de Donald Trump et aussi du mouvement nationaliste réactionnaire et des chrétiens conservateurs qui, eux, auraient des communautés de valeurs plus fortes avec la Russie qu'avec les Européens. Donc en ce sens, voilà, moi c'est cette circulation-là que je trouve intéressante. Et puis enfin, sur la question de l'impérialisme lui-même, étant historienne des États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'impérialisme. On va y revenir, Maud Kessar, mais je voudrais qu'on continue ce tour de table en évoquant bien sûr Vladimir Poutine. Je voudrais, avant de vous entendre, Gauthier, écouter cette passe d'armes par vidéo interposée qu'on a vue la semaine dernière, à l'issue du Conseil européen, ce qu'Emmanuel Macron disait de Vladimir Poutine et la façon dont Vladimir Poutine lui a répondu. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Depuis l'invasion de Smolensk par Napoléon, certaines personnes ont encore un problème avec ça. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, en oubliant comment cela s'est terminé. Voilà, référence à l'échec des campagnes russes de Napoléon. Bien sûr, quand Emmanuel Macron dit de Vladimir Poutine que c'est un impérialiste révisionniste, il connaît l'importance des mots et il a révisé ses leçons d'histoire, Gauthier. Écoutez, à la lumière de ce que nos deux invités ont dit tout à l'heure, on ne peut que s'étonner qu'en l'espace de 22 ans, 23 ans, un peu plus même depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, on n'ait pas tenu ce type de langage. Que Claude Malhuret ne soit qu'aujourd'hui émergent, alors qu'il a une carrière politique très ancienne. Bref, qu'on n'ait pas tenu ou si peu tenu les explications, le langage que vous venez de tenir sur qu'est-ce que c'est que l'impérialisme. Bien sûr, c'est par exemple envahir un territoire voisin, mais c'est aussi une conception dans le cas où on n'arriverait pas forcément à ses fins. L'impérialisme, c'est aussi de considérer, par exemple, la raison d'État comme la première. Et même quand on torpille l'échafaudage d'État, ça veut dire pour cela qu'il y a une communauté probablement et même sûrement entre les pays que l'on a cités sur justement ce plan des valeurs qui fait que même si on n'est pas d'accord toujours, il y a quelque chose qui nous rapproche, en tout cas quand je dis nous, c'est de la part des puissances impériales ou impérialistes, c'est de dire au fond on peut toujours s'entendre, un Trump peut toujours s'entendre avec un Poutine parce que au fond dans l'esprit réactionnaire ils sont d'accord. Et vous voyez, bon je ne vais pas développer cette analyse là parce que vous l'avez fait et bien mieux que moi. Mais ça, c'est une faute, me semble-t-il, de l'Occident que d'avoir oublié cet aspect-là des choses. Combien de chercheurs, combien de ministres, ne serait-ce qu'en France, ont dit « mais vous inquiétez pas, avec Poutine, il y a le commerce, et puis alors l'impérialisme, le fascisme, tout ça c'est terminé, nous avons vaincu, le mur de Berlin est tombé. » Et il y avait cette réflexion qui était purement géopolitique, je dirais, et qui ne prenait pas en compte le domaine, finalement, de ces valeurs qui sont, avec bien sûr plein de différences culturelles, mais qui ont quelque chose qui relie ces pouvoirs-là et qui font... Alors, là aussi, peut-être que ça va être compliqué pour la Chine, quand elle n'a plus, ou elle n'aura plus forcément en face les États-Unis comme contre-modèle, ou alors il faudra que la Chine invente des biais pour trouver que décidément ces Américains ne sont pas fréquentables. Mais malgré tout, vous sentez qu'il y a cette entente possible
possible, de la même manière, j'en terminerai là, de la même manière que vous voyez comment en Europe de l'Ouest, le discours d'un Poutine est relayé par toute une frange de l'extrême droite, et quand je dis l'extrême droite, oui, c'est peut-être même toute l'extrême droite. Je confère encore la déclaration de Marine Le Pen qui dit « je ne voterai pas une motion en l'état actuel des choses sur la guerre en Ukraine ». Maud Kessar, et puis après, on vient vers vous, Alice Ekman. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est cette question du révisionnisme historique. Donc, en fait, c'est l'instrumentalisation de la mémoire collective. Et cette instrumentalisation de la mémoire collective, on se rend bien compte que par les récits qui sont portés par les grands dirigeants que l'on a cités, ou bien par leurs gardes rapprochés, eh bien, on a une révision de l'histoire totale. Et il y a une révision de l'histoire qui m'intéresse moi particulièrement dans le moment que nous vivons avec la guerre en Ukraine, c'est la révision des résultats de la guerre froide. Il est évident que, on a un Vladimir Poutine qui a une revanche à prendre. On a aussi un Donald Trump qui a une revanche à prendre de manière complètement contradictoire, puisqu'il se réclame à la fois d'un Reagan qui aurait été un victorieux de la guerre froide, et par ailleurs, il, par contre-pied, révise l'histoire de la construction de l'OTAN et pense que c'est une construction qui n'a finalement plus de sens pour lui. Et c'est aussi ce récit-là qui est porté par donc sa garde rapprochée, au premier rang desquels son vice-président. Il révise aussi celle de la construction européenne qui aurait été faite, je le cite, pour emmerder les États-Unis. C'est une révision extrêmement rapide qui a le mérite au moins d'être claire sur la position qui n'a pas bougé. On trouve que Trump est très imprévisible. Sur ce point, il ne l'est pas. Là, c'est pas de la révision de l'histoire, c'est de l'absence de lecture totale de l'histoire, puisqu'il ne s'est jamais intéressé à l'Union européenne et à son histoire. Alice Ekman, est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui, et prenons le cas de Xi Jinping, quand ils évoquent des sphères d'influence, dans le cas de la Chine, de Taïwan notamment, dont d'ailleurs on se demande quelle serait la réaction en cas d'attaque de Taïwan d'un Donald Trump dont on connaît la virulence, est-ce que quand on parle de sphère d'influence, c'est un impérialisme, un néocolonialisme qui ne... Alors dans le cas de la Chine, c'est peut-être un peu particulier, mais qui ne dit pas son nom. C'est une façon timide de ne pas dire les choses. La Chine ne parle pas de sphère d'influence, et certainement pas concernant Taïwan, parce qu'elle parle de réunification, parce qu'elle considère que Taïwan, aujourd'hui, selon le discours officiel, c'est la Chine, et que il y a que de fait, il va falloir réunifier progressivement avant 2050, et on n'a pas finalement de visibilité sur le calendrier pour des raisons d'ambiguïté stratégique évidente. La Chine ne dévoile pas de calendrier précis. Les Américains évoquaient 2027 à un moment, ils sont un peu revenus sur ce calendrier. À voir aujourd'hui si la Chine promeut davantage d'intérêt dans un contexte international où beaucoup d'acteurs sont tournés vers l'Ukraine. C'est une possibilité, pas forcément en utilisant l'outil militaire, mais aussi l'outil du droit, le lawfare, la guerre par le droit, les sanctions et les pressions économiques, etc. Bon, ça, c'est un sujet important. Mais pour la Chine, c'est pas une question de sphère d'influence, c'est une question, on va dire, c'est de sa vision révisionniste, on pourrait dire, de l'histoire, ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas, mais aussi de sa vision, de la place qui lui serait due soit c'est la nationale. Et là aussi, on revient à la revanche. C'est-à-dire, la Chine a été, depuis les guerres de l'opium, et ensuite indûment reléguée à des places secondaires par rapport à la puissance qu'elle était, même si tout est relatif, c'est difficile de parler que la Chine n'ait jamais été première puissance mondiale. Mais bon, selon sa lecture de l'histoire, la Chine a été injustement mis en situation de pauvreté par les Occidentaux. Je simplifie le discours officiel, et il est temps maintenant de revenir sur le devant de la scène, pas en numéro 2 comme elle est, une puissance économique numéro 2, mais en première puissance économique. Et ça, c'est indépendamment même de la rivalité des valeurs idéologiques dont on parlait. C'est-à-dire, d'ici 2050, la Chine a le projet de numéro 1, c'est-à-dire devant les États-Unis, quel que soit le dirigeant, quel que soit le parti politique au pouvoir, quel que soit le système politique que deviendra le système américain d'ici là. Numéro 1, à la fois en termes de capacité militaire, elle est encore loin des États-Unis, c'est aussi pour ça peut-être qu'elle ne bouge pas tant
tant que ça sur Taïwan parce que les capacités militaires américaines restent plus fortes en ce qu'on appelle en Indo-Pacifique que les capacités chinoises, notamment dans le domaine de la marine, même s'il y a un rattrapage rapide. Donc numéro 1 en termes de capacité militaire, capacité diplomatique, capacité technologique, capacité économique, et elle y arrive progressivement, pas dans tous les domaines, mais diplomatique, elle a déjà le premier réseau diplomatique au monde quand on compte le nombre d'ambassades et de consulats. Technologique, elle a quand même, aujourd'hui, des capacités d'innovation, malgré les contraintes liées au système politique, qui sont pas négligeables et qui ont parfois été sous-estimées, y compris en aéronautique ou intelligence spatiale, etc., ou connaissance spatiale, par exemple. Et donc, il y a cette compétition-là, qui est une compétition finalement assez pragmatique, entre numéro 1 et numéro 2. Et puis, il y a la compétition dont Gauthier parlait, qui est une rivalité de valeurs. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que alors, il faut à voir si se confirme l'évolution dont parlait à juste titre Maud sur le durcissement du système politique américain, qui est un fait, mais qui est finalement très récent. À voir aussi avec les réactions. Peut-être que, justement, c'est peut-être pas Claude Manuret qui va susciter un mouvement d'opposition, mais le fait qu'il y ait c'était beaucoup relayé aux États-Unis montre aussi que la population est réceptive et qu'à mon avis, il y a quand même une culture démocratique très instaurée aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant de prendre en compte, je pense, dans la rivalité des valeurs, indépendamment des valeurs qu'ils défendent, c'est du côté chinois, il y a une volonté de promouvoir un modèle politique à travers le monde. Et ça, c'est depuis Xi Jinping. Sous Hu Jintao, c'était avant tout de façonner la gouvernance mondiale, d'être davantage actif dans les enceintes multilatérales. Xi Jinping, clairement, il a dit dès 2013, le socialisme est supérieur au capitalisme, et je crois à la victoire ultime du socialisme sur le capitalisme. Oui, alors on peut dire socialisme, c'est des grands mots, qu'est-ce qu'il veut dire par là, compte tenu de l'économie chinoise, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il est clairement anti-libéral, c'est très clair. Il est antidémocrate. Il souhaite réellement, non seulement que la Chine s'impose en tant que système politique, mais devienne un système politique de référence. Et ça, c'est très important de prendre en compte, parce que dans les pays dits du Sud, ça peut avoir un certain écho, pas partout, mais quand même. Justement, sur cette rhétorique qui voudrait imposer un mode politique qui serait, disons, une hypothèse dans notre démonstration d'une envie impérialiste. Je voudrais qu'on y revienne et je vous entends là-dessus, Maud Kessar. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute la carte postale justement de Pékin que nous envoyait Yen Ali, notre correspondante à Pékin, qui essaie de répondre à cette question compliquée de comment est-ce que Xi, précisément, lui, se considère sur cette question de l'impérialisme. Ici, le président Xi Jinping est le grand leader, mais sa vision, sa politique et sa pensée sont toujours présentées dans le cadre du système du Parti communiste chinois. Par exemple, en 2018, quand la Chine a aboli la limite des mandats présidentiels, offrant à Xi la possibilité de rester au pouvoir à vie, officiellement, c'était le Parlement qui a validé cette décision, même si l'Assemblée nationale populaire n'a pas réellement de pouvoir et que dans son histoire, elle n'a jamais voté contre une proposition de loi. Elle est théorisée comme représentante légitime du peuple. On est dans un système que Pékin appelle la démocratie populaire chinoise, un processus, je cite, hautement démocratique et profondément salué par le peuple chinois. Le discours sur la légitimité à la démocratie est très important, car quand Pékin parle de la géopolitique, des relations internationales, c'est un discours anti-impérialiste qu'elle va adopter. Xi ne se pose pas comme un empereur moderne, au contraire. Selon le livre blanc sur la défense, on apprend que la Chine n'a jamais et ne va jamais se livrer à l'agression ni à l'expansion. Elle ne prétendra jamais à l'hégémonie. Et ce discours va main en main avec la réécriture de l'histoire, avec la censure et aussi le contrôle des réseaux sociaux. Officiellement, la Chine est toujours pour la paix dans le monde et de plus en plus, elle aimerait être vue comme championne des pays dits du Sud, tout en leur proposant un autre modèle de gouvernance. Ici, enfin, les médias d'État sont très rapides à critiquer le système démocratique à l'occidental. Quand il y a, par exemple, une répression des manifestations en Europe, quand les policiers américains tuent leurs concitoyens noirs ou quand Donald Trump encourage l'assaut du Capitole, chaque injustice, chaque faille ou chaque erreur est commentée et peut servir de promotion pour la vision de Pékin. Yen Ali à Pékin, Maud Kessar, précisément sur cette notion d'une rhétorique. Alors bien sûr, il y a les appétits territoriaux, on en a parlé, on en reparlera sans doute. Et puis il y a derrière ça cette promotion d'une rhétorique, d'un mode de gouvernance porté notamment par le président chinois. Il y a là aussi quelque chose de commun, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on est dans la compétition des récits et la compétition des modèles. Et s'il y a bien eu une compétition entre la Chine, les États-Unis ou
la Russie, qui est sur le temps long entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est bien une compétition de modèles politiques. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que, comme votre sujet le montrait, la Chine va commenter toutes les failles, les vulnérabilités et les contresens qui se passent dans la démocratie américaine et qui font que finalement la démocratie américaine est en train de perdre un de ses piliers, qui est le soft power, sa capacité à finalement vendre et exporter dans le monde entier une image et un modèle avec des institutions qui fonctionneraient. Depuis le 6 janvier 2021, on a bien compris que la démocratie américaine peinait fortement, et aux yeux du monde entier, à exporter ce modèle-là. Aujourd'hui, on a un président américain qui prend le contre-pied absolument de tous les atouts que les États-Unis ont porté en termes de soft power. Donc, d'une certaine manière, je parlais de torpillage de l'appareil d'État, mais je dirais qu'ici, Donald Trump est en train aussi de torpiller le grand récit national américain qui ne fait plus recette et qui ne fait pas envie, qui ne crée pas de la séduction pour les autres nations et pour les autres populations, puisque c'est de cela dont on parle. Ici, il est en train de créer de la répulsion. Et c'est sans doute une très bonne nouvelle pour les commentateurs russes ou chinois qui finalement n'ont qu'à rapporter sans même manipuler en quoi que ce soit ce qui peut se passer aux États-Unis. Et c'est sans doute pour cela qu'il y a un point d'alerte très important aujourd'hui. Donc cette histoire des récits, elle est importante aussi dans le récit qu'on veut raconter sur une possibilité d'empire. Et enfin, un dernier point, il me semble que dans le discours que les démocraties occidentales ont voulu décomposer ou déconstruire, et le récit qui est porté par la Chine de puissance occidentale qui aurait été coloniale, et donc la Chine, elle, ne le serait pas. Aujourd'hui aussi, l'Amérique de Donald Trump, sur ce point, devient complexe quand on a un grand État américain qui annonce qu'il va annexer le Canada comme 51e État, qui est un pays de l'Alliance Atlantique aussi. Donc là, on a quand même un impérialisme, nouvelle formule au XXIe siècle, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, je fais un petit pas de côté, mais vous l'avez rappelé récemment dans une de vos interviews, quand Donald Trump fait référence à l'âge d'or, ce qu'il a fait lors de son discours devant le Congrès là, au début du mois de mars, ça n'est pas un hasard. L'âge d'or, c'est le moment, vous corrigez si je me trompe, fin du 19e, des États-Unis à tout va, annexion de Hawaï, colonisation de Porto Rico, etc. Alors, c'est la période de l'expansion, en fait. Les États-Unis se construisent à ce moment-là. Les États-Unis sont une jeune nation par rapport à nos pays européens aussi. Et donc, effectivement, c'est pour cette période dans l'histoire qu'on parle d'impérialisme, avec un président en particulier qui est Theodore Roosevelt, mais qui n'a pas tout à fait toutes les mêmes caractéristiques que Donald Trump. Lui, il veut asseoir donc l'expansion à la fois territoriale et maritime des États-Unis. Les États-Unis sont d'abord une puissance maritime et d'abord dans le Pacifique aussi. Donc cette histoire, elle est longue, cette histoire de compétition des modèles et de construction des empires à ce moment-là. En revanche, si Donald Trump peut se comparer à un président fort comme Theodore Roosevelt, il ne peut pas se comparer aux valeurs qu'il portait, qui étaient celles d'un progressiste et non pas d'un réactionnaire et libéral. Bien sûr, Gauthier. Oui, finalement, ce qui se dégage de tout ça, c'est que l'impérialisme ou le colonialisme, ça peut être tout simplement, je veux dire, non, ça peut être en quelque sorte la volonté normative, justement. C'est-à-dire de dire notre modèle est le meilleur. Mais à propos de la Russie, il y a quelque chose de particulier qui colle avec ce que vous venez de dire, c'est qu'à travers ce qu'on a entendu de Vladimir Poutine, il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'il dit, au fond, certains veulent revenir à Napoléon. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait sinon de revenir au tsar ? Et il dit, Napoléon, ça s'est mal terminé, c'est vrai, mais à quel prix Moscou a brûlé ? Mais vous voyez que cette vision fixiste de l'histoire, on la colle toujours à l'autre. C'est l'autre qui est vieux jeu, c'est l'autre qui est passéiste. Mais au fond, qu'est-ce que la vision de Poutine, si ce n'est l'héritage d'un tsarisme. Et de ce point de vue-là, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que vous avez encore en Chine, par exemple, alors on va voir aux États-Unis, c'est encore trop tôt, mais en Chine, comme vous le disiez, il y a cette volonté de se rattacher au socialisme, c'est comme ça que ça doit être, c'est une voie particulière vers le socialisme. Ce qui se passe en Russie, c'est un peu comme une église autocéphale. La Russie commence à avoir des justifications de sa propre existence ou de son régime social
qui n'ont rien à voir avec ce que peuvent avoir les autres ou ce que peut espérer aussi d'autres pays, peuvent espérer d'autres pays de la Russie. Je veux dire par là que quand vous voyez par exemple les nouveaux manuels scolaires, la Russie, on vous dit pas que la Russie est le vrai pays socialiste, bien sûr, on vous dira pas non plus qu'il est un vrai pays humaniste, on vous dira par une sorte de tautologie aberrante, la Russie est la Russie, et c'est comme ça qu'elle est belle, et c'est parce qu'elle est belle qu'elle est la Russie. Vous voyez, on a fait le tour. Et là, c'est là que je me dis, est-ce que ce propos-là est exportable en termes de normes, de valeurs, ou en normes sociales? Je ne sais pas. Je pense que les Africains qui font, comme en Centrafrique ou ailleurs, l'expérience de la présence russe, auront peut-être une autre idée, parce que justement, il y a cette volonté russe d'être omniprésente, mais par des motifs qui sont finalement exclusifs. Ah oui, allez, Sekman. Non, mais je trouve que c'est très intéressant la discussion qu'on a, et je pense que c'est exportable, ce discours de la Russie et de la Russie. En fait, c'est le relativisme qui est exportable. C'est-à-dire que le point commun que la Chine et la Russie ont, parmi de nombreux autres points communs, et surtout de nombreux intérêts communs, mais un des points communs, c'est l'exportation du relativisme, l'opposition à l'universalisme, parce que ce qui les rapproche très concrètement, c'est que ce sont des régimes autoritaires aujourd'hui, qui parti unique, on peut dire aujourd'hui, et c'est vraiment, c'est tout bête, c'est tout simple, mais la Chine soutient aujourd'hui la Russie de Vladimir Poutine parce qu'elle a peur d'un effet domino, c'est-à-dire que s'il est renversé, ensuite ce sera d'autres choses. C'était pareil d'ailleurs pendant ce qu'on appelait à l'époque les printemps arabes. La Chine regardait ça de très près, les mouvements populaires dans les rues au Maghreb, on se dit si ça nous arrive, etc. Et donc il y a une forme de solidarité des hommes forts, pas parce qu'ils sont forts, c'est pas des hommes forts, démocratie et autoritarisme, des autres formes en régime autoritaire, vraiment autoritaire, où il n'y a pas du tout eu d'éléments démocratiques, ou en tout cas il y en a très peu, pour se soutenir face aux démocraties, face à ce qu'ils considéraient, en tout cas dans le vocabulaire chinois, c'est intéressant, les forces occidentales hostiles. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais vraiment faire confiance aux journalistes occidentaux, aux ONG, aux chercheurs, parce que finalement, dans l'ombre, fomentés par la CIA, ils forment un complot qui vise à nous renverser. Ce que pourraient dire tout à fait des responsables russes. Oui, mais d'ailleurs, en fait, la vision complotiste du monde se rejoint. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est au-delà même de cette approche, il y a des intérêts politiques, stabilité politique évidente, c'est pour ça qu'ils se soutiennent très clairement, pragmatiquement, mais il y a aussi une vision du monde, c'est-à-dire promouvoir le relativisme dans le monde, une forme de culturalisme, c'est-à-dire qu'il y a des cultures qui ne seraient pas faites pour la démocratie, d'autres qui seraient faites pour la démocratie, pour une autre vision qui condamne de la démocratie, puisque maintenant il y a aussi un jeu sur les mots où la Chine se dit démocratique pour essayer de vider de son sens le mot même de démocratie, mais ça c'est toute une histoire. Mais pour revenir à cela, c'est-à-dire promouvoir dans le monde, c'est-à-dire s'opposer à l'universalisme, c'est s'opposer à l'université des droits de l'homme, des droits humains, et c'est donc redéfinir les droits de l'homme à l'avantage des régimes autoritaires, comme par exemple le fait la Chine au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où elle dit finalement le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la prospérité, c'est ce que nous défendons. Voilà. Mais pour revenir, juste peut-être si je me permets, sur Chine-États-Unis, aujourd'hui, on est quand même dans une rivalité forte, très pragmatiquement. C'est-à-dire que là, bien sûr, on se concentre sur l'Ukraine, sur ce qui se passe en Europe, mais Donald Trump vient d'augmenter les droits de douane encore de 10%, donc c'est 20% de tous les produits en provenance de Chine qui sont taxés à 20%. Et il faut se rappeler qu'il a annoncé 60% dans sa campagne. Et là, dans une logique de négociation, de semi-bluff ou même de pression. Mais à terme, il se peut aussi tout simplement que la rivalité sino-américaine qui structure finalement une partie du monde se consolide de manière plus traditionnelle. Pour autant, d'un mot, Alice Ekman, je tiens mon fil et bien sûr, je ne cherche pas absolument à considérer que ces trois dirigeants se ressemblent tout à fait, mais Gauthier parlait de tautologie, moi je voudrais te parler de toponymie, la bataille de Trump sur son intention, sa volonté de renommer le golfe du Mexique, ça fait quand même penser à celle de la Chine sur les mers qui l'entourent. Il y a quand même là quelque chose de l'ordre de l'obsession toponymique sur la carte du monde qui dit aussi quand même quelque chose de l'intention, de la façon dont on se représente, de la façon dont on imagine, rien que la façon dont le monde devrait être nommé autour de nous. Bien sûr, bien sûr qu'il y a des points communs, des points de convergence
évident. Là, en fait, on est tellement surpris par les avancées, le discours de Donald Trump, notamment lors de son investiture, parce que son investiture, il a cité donc le Groenland, notamment le canal du Panama, le Panama, etc. Il n'a pas parlé de Taïwan, étonnamment, ou de la Chine. Il y a des sélections, mais on voit bien qu'il y a des séquences dans sa présidence qui va se concentrer sur certains enjeux, peut-être pour négocier. Alors, il tape fort, il critique fort, etc. Alors, il y a une convergence dans la redéfinition et évidemment les discours offensifs et même territoriaux, mais la différence de la Chine, c'est que la pression, elle est constante depuis 15-20 ans. Je pense par exemple à la façon dont la Chine a construit et développé par exemple des pistes d'atterrissage, des installations militaires en mer de Chine du Sud, etc. Donc il y a parfois moins de discours côté chinois, mais peut-être plus d'actions, et des actions qui ne sont pas toujours visibles ou qui sont visibles a posteriori, et parfois ça remet en cause le statu quo, et on essaie déjà en parlent moins qui en font le plus. Oui, c'est intéressant parce que Trump est convaincu qu'en fait son discours est quasiment performatif, qu'il l'exprime dans une arène comme le Congrès ou sur Truth Social, puisque pour lui c'est à peu près équivalent, puisque le seul média qui compte c'est bien sûr sa plateforme personnelle. Et que ça devient instantanément une réalité. Oui, alors pour revenir à la vision du monde qui va être portée, j'y reviens et j'insiste, toujours par cette administration et pas simplement par Donald Trump, c'est quand même une vision du monde qui bien sûr remet en cause l'ordre international libéral hérité de 1945, mais ça c'est pas l'administration Trump 2 qui nous l'annonce. Il l'avait déjà annoncé sous Trump 1 et on en avait tous tiré le constat, le bilan simplement. Il y a eu une parenthèse Biden et on aurait oublié de ce côté de l'Atlantique que Trump serait à même de porter à nouveau cette vision-là. Et puis, donc, c'est une vision qui veut contourner la norme aujourd'hui, aussi bien la norme sur le territoire national que les normes internationales. Donc ça, c'est assez intéressant, alors même que les États-Unis se sont aussi construits et surtout comme une puissance extrêmement normative. Et sur la question de la vision du monde et des alliances, qui me paraît extrêmement important, puisque je parlais finalement d'une volonté à la fois de pouvoir, de puissance de Donald Trump, qui est totalement contre-productive ou paradoxale ou contradictoire, dans la mesure où s'il détruit les alliances, il détruit la puissance américaine, puisque les alliances sont donc le ciment de cette puissance-là. Alors, pour remplacer les alliances traditionnelles que l'on connaît, par quoi ? Eh bien, par une vision du monde qui est une vision des alliances MAGA, du Make America Great Again. Aujourd'hui, il se serait se voiler la face de ne pas voir que cette vision des alliances MAGA grignote toute une partie de notre Europe ici, pas que de l'Ouest, on parle trop, si on pense en termes de guerre froide, de l'Ouest et de l'Est, plus spécifiquement. Et si on regarde aussi avec une vision globale, cette alliance MAGA, elle grignote aussi le Sud et certainement l'Amérique latine, qui est donc cette partie du grand continent des deux Amériques vers laquelle Trump s'est tourné à nouveau de manière assez historiquement, je dirais, naturelle. Et ça aussi, je pense qu'on l'a trop sous-estimé. Ce serait quoi un exemple d'alliance MAGA ? C'est Trump et Milei, par exemple, en Argentine ? C'est quelque chose qui serait plus dans le one-to-one et pas... Pas nécessairement. Quand je parle tout à l'heure, on a dit que Trump, le volte-face ou ce qu'il a amené, c'était une rupture. Et j'ai parlé de schisme des valeurs. Aujourd'hui, quand Elon Musk ou même J.D. Vance s'adressent à certains groupes politiques en Europe, c'est de ces alliances MAGA-là que je parle. Et pareil pour la Grande-Bretagne, même chose pour l'Amérique latine et pour l'Argentine, certes, mais pas que. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ces points. Le seul endroit où cette alliance MAGA semble avoir perdu, cette alliance MAGA de cette nature, semble avoir un petit peu perdu de force là, à l'heure où nous parlons, c'est peut-être au Canada, le voisin des États-Unis, où Musk avait déjà été très virulent, au moment peut-être, vous vous rappelez de cet épisode du Freedom Convoy, où Musk avait soutenu via Twitter les nationalistes canadiens et américains pour bloquer le pays au nom d'une grande liberté d'expression. Gauthier. Oui. Ce qui me frappe, moi, à travers tout ça, c'est quand vous disiez, par exemple, l'attitude de Trump et sa rupture avec les alliances traditionnelles est contre-productive. Et c'est vrai. Alors, on peut se demander pourquoi il y a autant d'assentiments. Alors, quand vous êtes en Chine,
Bon, c'est difficile de dire que vous n'êtes pas d'accord. La Russie, c'est plus compliqué, mais enfin, on sait aussi que des gens comme Navalny peuvent se faire une mouche, en quelque sorte, se font écraser par le marteau de la puissance de coercition de l'État. Mais là, il y a, me semble-t-il, et c'est un lien, je crois, entre ce qui se passe aux États-Unis et ici, en Europe de l'Ouest, la force de la transgression supposée. C'est-à-dire que Trump, c'est le gars qui envoie balader les choses, et on ne sait pas d'ailleurs où ça atterrit. Mais cette force-là qui vient qui s'apparente à une force politique, certes trompeuse, éminemment trompeuse, mais c'est une force politique que l'on aime suivre parce qu'on a l'impression de coller au présent, qu'on a l'impression d'être en accord avec son temps et surtout qu'on a l'impression d'être dedans, qu'on est dans l'histoire. Et ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose de très fort que vous voyez aussi à travers les succès de l'extrême droite en Europe, où souvent vous avez affaire à des personnes qui s'estimaient décrochées ou ne comprenant pas la complexité du monde. Et là où justement des régimes comme la Russie, comme la Chine et comme les États-Unis de Trump en gestation peuvent avoir un soutien, c'est précisément là, c'est dans cet esprit de transgression. Or au fond, on le voit bien, la transgression en tant que telle, si on ne précise pas ce dont il s'agit, elle est neutre d'intention. Ça peut être la transgression qui vous envoie à l'abîme, ça peut être la transgression qui vous fait aller, comme disait l'autre, le bond en avant, mais ça n'a rien, ça n'a simplement qu'une gratification symbolique. Et j'en termine sur un point qui est connu, c'est que vous savez très bien qu'en Russie, par exemple, il y a quantité de Russes qui n'ont jamais vu la couleur d'une amélioration dans leur vie quotidienne depuis 23 ans, depuis Poutine. Ça ne les empêche pas de continuer à voter pour Poutine. Parce que Poutine leur vend des gratifications symboliques. Vous parliez tout à l'heure de séduction. Oui, c'est ça aussi qui fonctionne. Poutine, dont on n'oublie pas qu'il a dit quand même que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe. Pas politiquement, c'est pas le communisme. Il n'a jamais été communiste. C'est l'ordre. L'ordre corrompu, certes, mais la colonne vertébrale. Le risque face à la complexité du monde, vous serez sans doute d'accord avec moi, c'est de sombrer dans la facilité de l'analyse et la schématisation du rapport de force. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a trois grands empires qui seraient prêts, non pas forcément à se faire face les uns les autres, mais au gré des alliances, en tout cas à s'affronter d'une façon ou d'une autre. Mais pour revenir, pour boucler la boucle, parce que le temps passe, sur ce que disait Claude Malhuret tout à l'heure, c'était la dernière phrase de l'extrait de son discours qu'on a choisi, c'est face à ça, face à la loi du plus fort, nous sommes seuls. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est seule? Peut-être Alice Ekman, même si la Chine est votre domaine de recherche, mais par exemple face à la Chine, quelle Europe aujourd'hui? Alors, vous avez 2 minutes. 2 minutes, c'est bien. Je regarde ma montre. Non, mais vous avez raison de poser cette question. Enfin, aussi Claude Malhuret a certainement raison. C'est-à-dire que l'alliance transatlantique est très importante historiquement. Elle est structurante. Elle est importante pour la sécurité de l'Europe. Et toute la question d'autonomie stratégique revient en haut de l'agenda pour des raisons légitimes. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mieux se défendre et d'être davantage autonome compte tenu de la situation actuelle et justement de l'inconstance qu'on peut avoir auprès de certains de nos alliés, mais aussi pour sortir de cet isolement potentiel. Et là, je réponds à votre question. Il y a aussi d'autres pays qui sont embêtés par l'évolution de l'administration Trump et qui cherchent aussi à diversifier les partenariats. L'Europe, depuis longtemps, diversifie ses partenariats en Asie-Pacifique ou en Indo-Pacifique. On pense aujourd'hui aussi à des relations renouvelées avec certains pays d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Nord-Est, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Indonésie, certains autres pays de l'ASEAN, le Canada tout à l'heure, Maud en a parlé. Donc, et on voit aussi qui Emmanuel Macron a réussi à rassembler à Paris, qui s'est rendu à Londres. On voit aussi que cette discussion sur l'Europe de la défense réunit pas uniquement les pays des États membres de l'Union européenne, mais aussi des pays hors membres, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne depuis le Brexit, mais aussi la Norvège, etc. Et on voit aussi qu'au sein même de l'Union européenne, il y a des tensions avec des pays qui ne sont pas dans la même dynamique et qui sont parfois mis de côté parce qu'ils seraient obstructeurs, tout simplement. Hein. On les connaît, on n'a pas besoin de les nommer ici. Mais tout ça pour dire que l'Europe, à mon avis, n'est pas seule si elle arrive vraiment à aussi saisir les opportunités de renforcement des partenariats, à la fois c'est-à-dire renforcer ses propres défenses, mais aussi à la fois de renforcer les partenariats existants. Et puis il y a cette alliance qui existe toujours. Donc c'est vrai que l'alliance c'est pas comme des partenariats, il y a des coopérations de défense, il y a des exportations et des importations d'armes, il y a une question d'interopérabilité au sein de l'OTAN qui est déjà bien travaillée et entretenue, mais beaucoup moins au sein de l'Union européenne. Et ça c'est la
question. Mais de l'autre côté, c'est ça qui est important. Là, on parlait des empires, mais côté chinois, donc on parlait de Chine, Russie. Mais vous le savez aussi, il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran, il y a d'autres pays. Et on voit quand même qu'il y a une convergence de partenariats. Et même si la Chine s'oppose frontalement et complètement à la notion d'alliance, elle ne signe pas de traité de sécurité, elle renforce les dépendances de sécurité en exportant des armements, et elle est assez aussi en pointe sur certaines technologies que l'on connaît bien. D'ailleurs, l'Iran, c'est intéressant dans ce qu'on se dit, qui a confirmé à l'instant des pourparlers sur le nucléaire vendredi avec la Chine et la Russie. Maud Kessar, oui, pour conclure. Simplement sur l'Europe, on en a besoin de quelle Europe parlons-nous ? Une Europe forte, d'une Europe qui est organisée concrètement avec un pilier de l'OTAN renforcé, car à court terme et dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la guerre en Ukraine qui est toujours là, nous devons être un allié crédible pour les États-Unis, c'est-à-dire un allié capable de construire un pilier européen de l'OTAN qui soit capable de permettre une alliance en fait transatlantique équilibrée, mais aussi, et comme le rappelait très justement Alice Ekman, avec les autres Européens au sein de l'UE, continuer la diversification des partenariats avec les pays d'Asie avec lesquels on peut avoir une communauté de valeurs, le Japon, la Corée du Sud, mais aussi avec des pays d'Amérique latine dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut que les pays d'Europe puissent aussi s'adresser au Sud global dans cette fluidification en fait des alliances et des partenariats, car si on veut être fort, il faut aussi nous savoir créer des partenariats qui comptent, des effets de levier pour contenir finalement ce compétiteur stratégique qui est devenu les États-Unis et que sont aussi évidemment la Chine et la Russie. Merci beaucoup, ce sera la conclusion. Merci infiniment, Maud Kessar, d'être revenue sur ce plateau ce matin, spécialiste de politique étrangère américaine, directrice du domaine Europe et Espace Transatlantique Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Merci beaucoup. Alice Ekman, directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. On vous lit dans Dernier vol pour Pékin. Merci encore, Gauthier Rybinski. Merci beaucoup. Je crois qu'on a ouvert quelques pistes de réflexion. C'était passionnant. Merci encore, une émission à retrouver bien sûr en replay et en podcast. Tout de suite, le grand format de Parlons-en. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité internationale. À tout à l'heure.